Howdy folks, c'est Olivier de la chaîne The American Dream. On se retrouve aujourd'hui pour un doublage en français d'une interview de Donald Trump sur le podcast de Lex Fridman. Avant de lancer le doublage, je veux dire que ceux qui sont abonnés sur YouTube et au Patreon auront accès en exclusivité à la vidéo de mon avis sur cette interview. J'ai pas forcément que des choses gentilles à dire sur Trump, sur cette performance, mais là, on lance le doublage complètement objectif. Je donne mon avis dans cette deuxième vidéo. Vous dites que vous aimez gagner et que vous avez beaucoup gagné dans la vie, dans l'immobilier, dans les affaires, à la télévision, en politique. Alors laissez-moi commencer par une question de mentalité, de psychologie. Qu'est-ce qui vous motive le plus? L'amour de la victoire ou la haine de la défaite? Peut-être de manière égale, peut-être les deux. Je n'aime pas perdre et j'aime gagner. Je n'ai jamais pensé à savoir ce qui était le plus motivant. Vous avez été proche de beaucoup de gens sportifs. Je pense à Tiger Woods, Mohamed Ali. Vous avez des gens comme Michael Jordan qui, je pense, détestent perdre plus que quiconque. Est-ce que vous avez appris de ces gens comme ça? Eh bien, ils ont quelque chose de différent. Les grands champions ont quelque chose de très différent. Vous savez, il y a des champions dans d'autres domaines, mais on le voit beaucoup dans le sport. On le voit sur un week-end ou pendant un match. Et on voit que certaines personnes se démarquent et continuent de se démarquer. Et ces gens sont là pour toi. Ça ne prend pas toute une vie de découvrir qu'une personne est un gagnant ou un loser. Et donc, le sport est très intéressant, mais tu sais, je joue au golf avec différentes personnes et il y a un état d'esprit différent chez les champions. C'est vraiment un état d'esprit très différent. Il y a un processus de pensée différent. Tu sais, parfois, tu peux pas faire la différence entre les gens avec le talent, mais à la fin du week-end, eh bien, il y a un gagnant qui se démarque. Et c'est très intéressant. Comme par exemple Tiger ou Jack Nicklaus. C'était un gagnant phénoménal. Et il y a des façons différentes de faire les choses. Tiger a une façon différente d'un Michael Jordan, par exemple. Il n'y a pas une seule méthode. On pourrait penser qu'il y a une seule méthode d'être un winner, mais Arnold Palmer, par exemple, était le gars le plus sympa qu'on ait jamais rencontré. Alors qu'il y a des champions qui sont vraiment pas sympas, qui sont juste concentrés sur leur travail. Donc tu sais, il n'y a pas qu'un seul type de personne. Mais la chose que je dirais que tout le monde semble avoir en commun, c'est qu'ils sont très motivés. Ils sont motivés au-delà de tout. Ils n'abandonnent pas facilement, n'est-ce pas? Non, ils n'abandonnent pas. Mais ils semblent avoir une passion qui est peut-être plus forte que chez les gens qui réussissent moins bien. Vous avez dit que la politique est un jeu sale. Oui, c'est un jeu très sale, c'est vrai. Alors, si c'est un jeu, comment est-ce qu'on gagne à ce jeu? Eh bien, tu gagnes à ce jeu en diffusant le message et en utilisant le bon sens. Il faut avoir un ressenti sur l'orientation que ça prend. Il faut aussi savoir ce qui est juste. Tu ne peux pas nécessairement suivre ce qui est populaire, il faut aussi faire ce qui est bon pour le pays. Et si on parle de pays, il faut diffuser le message et il faut le faire continuellement. Comme par exemple, si tu as une super émission, tu as un super podcast et il est très regardé. Et je suis ici et je le fais avec beaucoup de gens et les gens le voient. Et je fais d'autres choses et beaucoup de gens voient ça aussi. Et je vais aussi à la télévision traditionnelle, tu sais, la télévision traditionnelle qui vieillit un peu. Et peut-être que ça devient moins significatif. Ça pourrait peut-être être moins significatif, moi je sais pas, mais ça change beaucoup. Et l'ensemble de ces plateformes change beaucoup. Ça a beaucoup changé ces 2-3 dernières années. Mais d'un point de vue politique, il faut découvrir ce que les gens font, ce qu'ils regardent, et il faut être dessus. Je vois juste que ces plateformes commencent à dominer. Elles font de très gros scores. J'ai fait des spaces avec Elon. Ils ont obtenu des chiffres d'audience que personne n'avait jamais vus auparavant. Le genre de score qu'on ne fait pas ça à la radio. Tu n'aurais pas ces chiffres, peu importe la qualité de l'émission. Tu n'aurais pas ces chiffres à la radio. Tu les aurais pas non plus à la télévision. Vous avez réussi dans les affaires, vous avez réussi en politique. Quelle est ce que vous pensez est la différence de réussir dans des mondes si différents? Oui, c'est différent, très différent. Je connais beaucoup de gens qui sont dans les affaires qui ont réussi et qui aimeraient aller en politique. Et puis, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas parler. Ils se bloquent.
Tu sais, c'est difficile de faire un discours devant, disons, une grande audience, mais j'ai de très grandes audiences, et tu sais, pour beaucoup de gens, c'est pratiquement impossible de se lever et de parler pendant 1 heure et demie sans que personne ne parte. Ce n'est pas une chose facile à faire, et c'est une capacité, mais j'ai beaucoup de gens qui sont qui ont réussi dans les affaires et qui aimeraient faire ce que j'ai fait. Mais ils n'arrivent pas à franchir le pas. Et dans de nombreux cas, je ne pense pas que ça marcherait pour eux. Presque pour tout le monde, ça ne pourrait pas marcher. C'est une chose très difficile à faire. Ce sont des mondes trop différents. Maintenant, si tu parlais de gens qui passent de la politique pour entrer dans le monde des affaires, de la même manière, ça fonctionne généralement pas si bien non plus. Ce sont des talents différents, des compétences différentes. Je connais quelqu'un qui veut tellement entrer en politique, mais il a un petit problème, il a le trac. Maintenant, c'est un vrai tueur, mais il se retrouve sur une scène devant des gens, et il s'en sort pas très bien. Pour dire gentiment, d'ailleurs. Je veux dire, il est mauvais à ça. Donc il faut être capable de prendre des décisions difficiles, comme vous le faites dans les affaires, mais aussi captiver une audience. Regarde, si tu es un politicien, tu dois être capable de parler devant de larges foules. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas faire ça, je l'ai vu. Ils ne peuvent même pas y penser. Et ils ne le font pas. Il y a beaucoup de gens dans les affaires en ce moment, je pourrais les nommer, mais je veux pas les embarrasser. Ils parlent de se présenter à la présidence depuis 15 ans. Ils sont très importants dans le monde des affaires, très connus d'ailleurs. Mais il faut un courage pour se présenter. Comme pour la présidence, je peux te le dire, il faut vraiment du courage. C'est aussi une profession très dangereuse. Si tu veux savoir la vérité, c'est dangereuse dans un autre sens. Mais il faut beaucoup de courage pour se présenter à la présidence. Ce n'est pas facile, mais tu connais les mêmes personnes que moi. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se présenter à la présidence, qui sont qui ont beaucoup de succès dans les affaires, mais qui n'ont pas le courage de le faire. Et ils doivent abandonner alors. L'une des plus grandes qualités des gens du monde des affaires est qu'ils sont souvent de grands négociateurs. Et vous êtes aussi un grand négociateur. Et vous avez parlé de la guerre en Ukraine, que vous seriez capable de trouver un accord entre Poutine et Zelensky et qu'il l'accepte. À quoi ressemblerait cet accord? Je pense que l'accord, je ne veux pas trop en parler, mais je pense que je peux faire conclure un accord. Si je gagne en tant que président, je conclurai un accord, garanti. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû arriver, c'est terrible. Écoutez, Biden est le pire président de l'histoire de notre pays, et elle est probablement pire que lui. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Mais c'est arrivé, et maintenant, c'est un accord beaucoup plus difficile à conclure qu'avant que ça ne commence. Des millions de personnes. Je pense que le nombre sera beaucoup plus élevé quand on verra tout ça s'éclaircir à un moment donné. Et je pense que les chiffres des décès seront beaucoup plus élevés que ce que les gens pensent. Quand tu regardes la destruction et les bâtiments qui s'effondrent partout en Ukraine, je pense que ces chiffres sont beaucoup plus élevés. Ils mentent sur les chiffres. Ils essayent de les garder bas. Ils abattent un bâtiment qui fait 2 pâtés de maison. Oui, ce sont des grands bâtiments. Et ils disent qu'une seule personne a été légèrement blessée. Non, beaucoup plus de gens ont été tués. Il y avait des gens dans ces bâtiments et ils n'avaient aucune chance. Une fois qu'ils commencent à tomber, il n'y a aucune chance. Donc c'est une guerre qui doit absolument se terminer. Et puis tu as Israël. Et puis tu as beaucoup d'autres endroits qui partent en guerre. Le monde est un endroit dur en ce moment. Et beaucoup de cela est dû au fait que l'Amérique n'est pas dans un rôle de leadership. Et je crois qu'elle sera probablement pire que Biden. J'ai regardé son interview l'autre soir. Je veux dire, c'était une interview facile. Donc vous aimeriez voir Harris faire plus d'interviews, être plus challengé? Je sais pas, j'arrive pas à croire tout ce qui se passe en ce moment. On avait un homme qui n'aurait jamais dû être là. Ils l'ont gardé dans un sous-sol, ils ont utilisé le Covid, ils ont triché, mais ils ont utilisé le Covid pour tricher, et ils ont triché sans Covid aussi. Mais tu avais quelqu'un là-bas, et maintenant on a une femme qui n'est pas... Je veux dire, elle n'a pas pu faire une seule interview. Ce qu'elle a fait, c'était une interview très très facile. C'est une interview qu'on donne... on donne un QCM avant d'arriver sur scène, on donne les questions avec des choix multiples. Et je ne pense pas qu'elle s'en soit bien sortie. Je pense qu'elle s'est très mal débrouillée. Comment est-ce que vous pensez que vous allez vous débrouiller lors du débat dans quelques jours? Alors, j'ai déjà fait beaucoup de débats. Seulement en tant que politicien, mon premier débat était avec Rosie O'Donnell, n'est-ce pas? Le fameux débat avec Rosie O'Donnell.
Mais je me suis bien débrouillé avec les débats, et je veux dire, depuis que je suis devenu président, et puis même la deuxième fois, j'ai eu des millions de plus de voix la deuxième élection que la première fois. On m'a dit que si j'avais eu 63 millions de votes, ce que j'ai eu la première fois, je gagnerais, et que c'était impossible de perdre. Et j'ai eu des millions de votes en plus que ça. J'ai perdu de justesse, mais regarde ce qui est arrivé au monde, avec toutes ces guerres et tous les problèmes. Regarde ce qui est arrivé avec l'inflation, car l'inflation dévore notre pays. Elle le dévore. Donc, c'est dommage. Mais il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver. Nous devons résoudre ces guerres. Nous devons, je le dis, résoudre la guerre en Ukraine. Cela pourrait finir en Troisième Guerre mondiale. Le Moyen-Orient aussi, le Moyen-Orient. Alors, peut-être parlons de ce qu'il faut pour négocier avec quelqu'un comme Poutine ou Zelensky. Pensez-vous que Poutine serait prêt à céder certaines des régions qu'il a déjà capturées? Je ne sais pas. Je peux te dire que tout cela ne serait jamais arrivé, et ça aurait été très difficile car tu n'aurais pas... Cette question n'aurait même pas été posée. Et maintenant, c'est une question plus difficile. Une fois que ça commence à se produire, il a pris beaucoup de territoire. Et maintenant, il y a aussi des insurgés, n'est-ce pas? Donc tu sais, c'est intéressant ce qui se passe. Et que ça ait pu se produire. Et c'est intéressant que Poutine ait permis à cela de se produire. Écoutez, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Nous devons l'arrêter. L'Ukraine est en train d'être démolie. Ils détruisent une grande culture qui, en grande partie, a été déjà détruite. Qu'est-ce que vous pensez qui fonctionne le plus dans ce type de négociation? Le levier par l'amitié, la carotte ou le bâton? L'amitié ou une sorte de menace d'utiliser la puissance économique et militaire? Alors, ça dépend de la personne. Chacun est différent. La négociation est intéressante, car cela dépend de la personne. Et ensuite, tu dois deviner ou savoir, grâce à certaines connaissances, ce qui est le plus important, la carotte ou le bâton. Et pour certaines personnes, c'est le bâton, et pour d'autres, c'est la carotte. Je pense que le bâton est probablement ce qui a réussi le plus souvent quand on parle de guerre. Mais le genre de destruction que nous voyons en ce moment, que personne n'a jamais vu, je veux dire, c'est une chose terrible. Et nous en sommes témoins partout. Nous en sommes témoins dans toutes les parties du monde. Et beaucoup de choses vont commencer. Regardez ce qui se passe avec la Chine. Regardez le Japon. Il commence à se réarmer maintenant. Il commence à se réarmer car la Chine prend le contrôle de certaines îles. Et il y a beaucoup de dangers de guerre en ce moment dans le monde. Il y a une grande possibilité de Troisième Guerre mondiale. Et nous ferions mieux de résoudre ça rapidement, car 5 mois avec des gens comme elle, parce que lui, il a décroché. Il va juste à la plage et pense qu'il a l'air bien foutu dans son maillot de bain, mais c'est pas le cas. Il est parti déjà. Mais écoutez, tu peux pas le blâmer, c'était un coup d'État. Ils lui ont pris le pouvoir. Ils lui ont pris le pouvoir de toute cette affaire présidentielle a été prise d'entre ses mains, c'était un coup d'État. Il avait 14 millions de votes, et elle n'avait eu qu'un vote, aucun. Et personne ne voulait que ce soit elle, la candidate. C'était une plaisanterie jusqu'à il y a 6 semaines. Quand ils ont dit qu'ils allaient devoir, politiquement, ils ont senti qu'ils devaient la choisir. Et s'ils ne la choisissaient pas, ils pensaient que ce serait un problème. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, je ne pense pas que ce soit vrai en fait, mais eux pensent que c'est vrai. Et maintenant, en ce moment, la presse vient à son secours. Si on peut revenir à la Chine sur la négociation, comment éviter la guerre avec la Chine au XXIe siècle? Eh bien, il y a des moyens maintenant, mais voici le problème. Si je te dis comment, et j'aimerais bien t'expliquer, mais si je te donne un plan, genre un plan très précis pour arrêter l'Ukraine et la Russie, j'ai une certaine idée de ce plan. Mais j'ai aussi une idée pour la Chine. Parce que nous sommes en grand danger, et eux, ils seront en grand danger tout, mais nous sommes en grand danger. Mais je ne peux pas te donner ces plans, parce que si je te donne ces plans, je ne pourrai plus les utiliser. Ils seront alors très peu efficaces. Tu sais, une partie, c'est de la surprise, non? Mais... Donc, vous avez un plan à quoi dire à Poutine quand vous prendrez vos fonctions? Oui, j'avais de très bonnes relations avec lui, j'avais aussi de bonnes relations avec Zelensky, mais j'avais une très bonne relation avec Poutine.
Ok, sujet difficile mais important. Vous avez dit que vous avez perdu de justesse. Je suis un indépendant. J'ai beaucoup d'amis qui sont indépendants. Beaucoup d'entre eux aiment votre politique. Ils aiment le fait que vous soyez un bon négociateur. Comme le fait que vous puissiez mettre fin aux guerres. Mais ils sont troublés par ce qui s'est passé lors de l'élection de 2020 et les déclarations sur une fraude généralisée. Et ce genre de choses, le schéma électoral frauduleux. Que pouvez-vous dire à ces électeurs indépendants pour les aider à décider pour qui voter? Je pense que la fraude était de l'autre côté. Je pense que l'élection était une fraude, et beaucoup de gens l'ont ressenti ainsi. Et ils voulaient des réponses. Et quand tu ne peux pas contester une élection, il faut pouvoir contester les élections. Sinon, ça va s'empirer et pas s'améliorer. Il y a beaucoup de moyens pour résoudre ces problèmes. Revenir aux bulletins papier, par exemple. Je veux dire, les bulletins papier, avec une pièce d'identité, et voter le même jour, et avoir une preuve de citoyenneté, ce qui est important, parce qu'actuellement, on a des gens qui votent et qui ne sont pas citoyens. Ils viennent juste d'arriver, et ils remplissent les listes électorales. Ils mettent des étudiants dans les écoles, et ils ne parlent pas un mot d'anglais. Ils prennent les places de ceux qui sont citoyens de notre pays. Donc, écoute, nous avons la pire frontière de l'histoire de notre pays. Nous avons des millions et des millions de personnes qui rentrent dans notre pays à des niveaux que personne n'a jamais vus. Je ne crois qu'aucun autre pays n'ait jamais vu ça. Et ils utilisent tout ce qui est en leur pouvoir pour nous empêcher de changer, de régulariser ça. Et nous avons une personne qui a été en charge de la frontière. Mais maintenant, elle dit qu'elle n'était pas en charge de la frontière, mais elle était en charge de la frontière. Et on a cette femme, et elle dit très fermement, très fièrement qu'elle a fait un bon travail. Mais elle était horrible, horrible. Le mal qu'elle a fait... Mais nous avons des gens qui viennent d'autres pays du monde entier, pas seulement d'Amérique latine. Et ils viennent des prisons et des hôpitaux psychiatriques, ils viennent des institutions psychiatriques et des asiles. Et ce sont des criminels qui viennent de la rue. Ils sont donnés à notre pays, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'êtres humains. Ils détruisent notre pays. C'est un péché, ce qui a été permis de se produire au cours des 4 dernières années, de détruire notre pays. Et nous verrons comment ça va se passer. Mais c'est à peine croyable. Et maintenant, tu vois, tu as vu à Aurora, Colorado, un groupe de jeunes voyous très féroces du Venezuela prendre le contrôle de grandes zones, y compris des bâtiments. Ils prennent le contrôle des bâtiments maintenant. Ils ont ces grands fusils, mais ils prennent le contrôle de bâtiments. Nous n'allons pas laisser ça se produire. Nous n'allons pas les laisser détruire notre pays. Et tu sais, dans ces pays, la criminalité est en forte baisse. Ils les sortent de leur prison, ce qui est bien pour eux. Je ferai la même chose. D'ailleurs, si je dirigeais l'un de ces pays, n'importe quel pays dans le monde, je ferais en sorte que l'Amérique ait tous nos prisonniers. Chacun de nos criminels serait là-bas. Je ne peux pas croire qu'ils vont si lentement, certains le font. Mais ils font tous ça. Et on ne peut pas laisser ça se produire. Ils vident leurs prisons et leurs institutions psychiatriques aux États-Unis d'Amérique. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Donc, beaucoup de gens croient qu'il y a des choses louches avec l'élection, que ce soit un biais médiatique ou des grandes technologies, des grandes entreprises technologiques, mais il y a aussi des réclamations de fraude généralisée qui dérangent les gens. Eh bien, je ne me concentre pas sur le passé, je me concentre sur l'avenir. Je veux dire, je parle de la mauvaise économie, de la mauvaise inflation, des mauvaises choses comme ce qui est important. L'Afghanistan a été, à mon avis, la chose la plus embarrassante qui soit jamais arrivée à notre pays. Et à cause de cela, je pense que Poutine est intervenu. Quand il a vu à quel point nous étions stupides, Poutine est intervenu. Mais c'était le moment le plus embarrassant de l'histoire de notre pays, je le crois vraiment. Nous y avons laissé 13 soldats morts. Pense à ça. 13 soldats morts, beaucoup de soldats horriblement blessés, avec des bras et des jambes, et beaucoup d'autres membres perdus. Nous avons laissé des otages derrière, nous avons laissé des Américains derrière, nous avons laissé du matériel militaire, comme personne n'a jamais laissé derrière eux auparavant. Des milliards et des milliards de dollars de matériel. Ils vendent maintenant ce matériel, et ils sont l'un des plus grands marchands d'armes au monde. Et c'est très triste. Très, très triste.
Et nous y étions depuis longtemps. J'allais nous en sortir. Nous étions prêts à sortir, mais nous avons été interrompus par l'élection. Mais nous serions sortis avec dignité et force. Nous avions très peu de problèmes avec les talibans quand j'étais là au pouvoir, parce qu'ils savaient que ça allait être difficile pour eux. J'ai traité avec Abdul était leur chef, et nous nous entendions bien, on se comprenait. Mais tu sais, ils tiraient et ils tuaient beaucoup de nos citoyens avant que je n'arrive. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit « Abdul, arrête de ce que tu fais. Nous avons tenu 18 mois avant que ça n'arrive, cette journée horrible n'arrive. Nous avons tenu 18 mois sans qu'il tire sur aucun de nos gars. Pensez-vous que c'est la carotte ou le bâton qui ait marché avec l'Afghanistan? Oh, le bâton, définitivement le bâton. Donc, la menace de la force militaire? Oui, c'était le bâton, ça aurait pu être la carotte, mais là, c'était le bâton. Bien, laissez-moi m'attarder un petit peu plus sur l'élection. Pour cette élection, ça pourrait aussi être très serré. Que pouvons-nous faire pour éviter la folie et la division qui s'est passée lors de l'élection présidente, que vous gagniez ou perdiez? Eh bien, j'espère que ce ne sera pas serré. Je veux dire, je ne sais pas comment les gens peuvent voter pour quelqu'un qui a détruit notre pays, l'inflation et la mauvaise économie. Pour moi, d'une certaine manière, le pire, c'est qu'ils ont laissé se produire à notre frontière. Ils nous ont laissé des millions et des millions de personnes rentrer ici, venant d'endroits dont on n'a jamais entendu parler. Et je ne peux pas croire qu'il y aura une élection serrée. Nous sommes en train de gagner dans les sondages. Ça a l'air serré, mais je pense qu'à la fin, ce ne sera pas une élection serrée. Quel est, selon vous, le bon moyen de résoudre la crise migratoire? Est-ce que c'est la déportation massive, la reconduite à la frontière, ou est-ce qu'il y a une autre solution? Eh bien, il faut sortir les criminels d'ici rapidement, non? Tu sais, les gens des institutions psychiatriques, tu dois les renvoyer dans leur institution psychiatrique. Aucun pays ne peut se le permettre. Tu sais, c'est tout simplement trop d'argent. Regarde ce qui s'est passé à New York, à Chicago, à Los Angeles, et dans de nombreux autres endroits. Regarde ce qui s'y passe. Aucun pays ne peut se permettre ça. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et nous devons sortir ces mauvais éléments immédiatement. Et le reste doit ensuite être traité. Je pense que c'est déjà arrivé. Dwight Eisenhower était une sorte de président modéré, une personne de type modéré, mais il détestait de voir des gens affluer dans notre pays. Et c'était pas comparable à ce qu'on voit maintenant. Tu sais, j'ai probablement été élu en 2016 à cause de la frontière. Et je dis aux gens, je leur ai dit ce qui se passait, et ils l'ont compris. Et j'ai gagné l'élection. Et je pense à cause de la frontière. Notre frontière aujourd'hui est 25 fois pire qu'elle ne l'était en 2016. Je l'avais réparée. La dernière élection, la dernière semaine de le fameux graphique que j'ai montrait exactement ça. Tu connais le graphique. Quand j'ai regardé à ma droite, j'ai dit « voici le graphique » et bing. C'était pas une expérience très agréable. Mais le graphique que j'ai montré disait, et c'était fait par les agents de la frontière, que c'était les plus bas chiffres que nous ayons jamais vus d'entrée illégale dans notre pays. Et nous devons revenir à ce niveau-là, et nous le ferons. Laissez-moi vous parler de Project 2025. Vous avez dit publiquement que vous n'aviez aucun lien direct avec le projet 2025. Non, je ne connais rien à ce sujet, et ils le savent, les démocrates le savent. Je ne l'ai pas lu, parce que je peux pouvoir vous dire dans les yeux que je ne sais pas ce qu'est le projet 2025. C'est plus facile de dire ça sans en avoir lu aucune page. Donc, je l'ai fait exprès de ne pas l'avoir lu. Mais j'en ai entendu parler, j'ai entendu parler des choses qui y sont. Je n'aime pas certaines de ces choses-là, et je pense que il y a beaucoup de choses là-dedans que beaucoup de gens aimeraient, mais moi, il y a des choses que je n'aime pas du tout. Et je pense que c'est malheureux qu'ils l'aient publié, mais ça ne veut rien dire, parce que ça n'a rien à voir avec moi. Le projet 2025 n'a absolument rien à voir avec moi. Vous avez récemment posté au sujet de la marijuana, et que vous étiez d'accord pour qu'elle soit légalisée, mais qu'il fallait que ce soit fait en toute sécurité. Pouvez-vous vous expliquer sur cette politique? Eh bien, j'ai publié un document. Et tout d'abord, la marijuana médicale est incroyable. J'ai des amis et d'autres, et des médecins, qui me disent que ça a été absolument incroyable pour eux. Je parle de la marijuana médicale. Et nous avons publié une déclaration disant que nous pouvons vivre avec sa légalisation. Il faut que ce soit à partir d'un certain âge, il faut que ce soit un certain âge pour l'acheter, il faut que ce soit fait d'une manière concertée et légale. Et la manière
dont ils le font en Floride, je pense, va être très très bien. Ça va être très très bien. Mais il faut que ce soit fait de manière correcte. Il faut que ce soit fait de manière propre. Tu rentres dans certains de ces endroits, comme à New York, et ça sent partout la marijuana. Tu peux pas, la façon dont... Il faut avoir un système où tout est sous contrôle. Et je pense que la façon dont ils ont fait en Floride est très très bien. Vous connaissez quelque chose sur les psychédéliques? Je ne suis pas quelqu'un qui me drogue, mais j'ai récemment découvert la Uyu Asha. Et il y a des gens qui parlent de ses bienfaits sur la santé, des bienfaits spirituels de ces derniers psychédéliques. Et je pense que nous aurions probablement un monde meilleur si tout le monde au Congrès prenait des champignons, peut-être. Maintenant, je sais que vous n'êtes pas en faveur de ça. Je sais aussi qu'il y a des vétérans qui l'utilisent pour leur PTSD. Donc, c'est super et c'est intéressant. Et vous pensez être plus acceptant de certaines de ces drogues qui n'ont pas seulement un but récréatif, mais aussi un but médical, un but thérapeutique? Nous avons publié une déclaration aujourd'hui. Nous allons en publier une autre probablement la semaine prochaine. Plus spécifiquement sur ce que je pense, c'est déjà assez spécifique, mais nous verrons comment ça va se passer. C'est un référendum qui arrive dans certains États, mais ça arrive et nous verrons comment ça se passe chez eux. Je dirais, c'est très difficile de combattre ce genre de drogue. Regardez les chiffres. Ça a été très difficile de l'interdire. Donc, je pense que ça passera de façon généralisée, mais il faut le faire en toute sécurité. En parlant de marijuana, laissez-moi vous parler de mon bon ami Joe Rogan. Je crois que vous étiez un peu en tension avec lui. Alors, quand il a dit des choses gentilles sur R. Kelly Jr., vous avez dit des choses pas très gentilles sur Joe. Je pense que c'était un peu injuste. Et en tant que fan de Joe, j'aimerais vous voir sur son podcast, parce qu'il est légitimement le plus grand conversationnaliste du monde. Alors, quelle est l'histoire derrière cette tension? Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait eu aucune tension. Je l'ai toujours aimé, mais je ne le connais pas. Je veux dire, je l'ai vu que lorsque je suis rentré dans l'arène avec Dana et que je lui ai serré la main. Je l'ai vu là-bas. Je pense qu'il est bon dans ce qu'il fait, mais je sais pas, pour moi, aller sur son podcast. Je veux dire, je suppose que je le ferais, mais j'ai pas été invité, et c'est pas moi qui vais leur demander. Je demande rien à personne. On dirait que c'est une de ces situations où il faut négocier. Non, c'est pas vraiment une négociation. Lui, en quelque sorte, est un peu à gauche, je suppose, si c'est bien ce que j'ai compris, et il aime Kennedy. C'était avant, j'ai découvert cela avant que Kennedy se rejoigne à moi. Il va être génial d'ailleurs, il va être génial, Bobby va être génial. Mais j'aime qu'il aime Kennedy, moi aussi. Tu sais, c'est un type différent, mais il y a de grandes choses en route. Et je pense qu'il va aller au-delà de la politique. Je pense qu'il pourrait être très influent pour résoudre certaines situations. Et d'ailleurs, je pense que toi aussi, tu serais d'accord avec ça. Le post de Joe Rogan est un exemple. J'aimerais comprendre la psychologie derrière les tweets et vos publications sur Truth. Est-ce que parfois, vous êtes volontairement provocateur ou est-ce que vous dites juste ce que vous avez en tête? Y a-t-il des moments où vous regrettez certaines posts qui ont été publiés? Oui, c'est vrai, mais pas souvent, honnêtement. Tu sais, je fais beaucoup de reposts. Ce sont des reposts qui te causent des ennuis parce que tu découvres qu'en profondeur, ils proviennent d'un groupe auquel tu n'es pas censé être associé. Tu ne sais même pas si ces groupes sont bons ou mauvais ou neutres, mais les reposts sont ceux qui te causent vraiment des problèmes. Quand tu utilises tes propres mots, c'est un peu plus simple, mais les reposts vont très vite être diffusés. Que fais-tu? Est-ce que tu vas vérifier chacun des petits symboles et peut-être... pour moi, ça a marché sur moi, sur Truth. Truth est très puissant. Truth, c'est ma plateforme et elle est très puissante. Très, très puissante. Elle se propage partout. Je l'appelle ma machine à écrire. Tu sais, c'est en fait ma machine à écrire. Que faites-vous généralement quand vous composez un tweet? Est-ce que vous êtes sur un canapé? Oui, un canapé ou un lit. Ok. Plein de différents endroits, je veux dire. Comme plus tard, genre tard dans la nuit? Oui, j'aime bien le faire des fois tard dans la nuit. Je suis pas un grand dormeur, mais chaque fois que je poste, des fois, après 3 heures du matin, il me critique le lendemain en disant « Oh, il envoyait des tweets à 3 heures du matin. » D'accord, mais ça ne devrait pas poser de problème, parce que quand tu penses au fuseau horaire, comment savent-ils sur quel fuseau horaire je me trouve? Il y a le fuseau horaire de l'Est, mais bon, à chaque fois qu'ils le font,
il est 2 ou 3 heures et il se demande mais pourquoi est-ce qu'il est en train de tweeter à 3 heures du matin? Mais je pense que Truth est une plateforme qui a réussi. Et j'aime poster. Et ça se propage partout. Dès que je le fais, ça se propage partout. Le pays semble plus divisé que jamais. Que pouvez-vous faire pour aider à atténuer ces divisions? Eh bien, tu peux te débarrasser de ces 2 personnes au pouvoir. Ils sont terribles, ils sont terribles. Tu veux pas que ce soit eux qui dirigent les pays. Ils sont pas équipés pour le diriger. Joe est juste... Joe est un désastre. D'accord? Et Kamala, je pense qu'elle finira pire que lui. On verra. Je pense que beaucoup de choses maintenant, tu sais, la convention est finie et je les vois mener dans presque tous les sondages maintenant. Ils ont eu leur petite période de lune de miel, comme ils l'appellent. Et on verra comment ça va se passer. Qui sait? Alors, pour mon opinion personnelle, je pense que vous êtes le meilleur quand vous parlez d'une vision positive de l'avenir plutôt que de critiquer l'autre camp. Oui, je pense qu'il faut critiquer quand même. Je pense qu'ils sont méchants. Ils ont inventé une histoire selon laquelle j'ai baissé les yeux et j'ai traité les soldats morts pendant la Première Guerre mondiale de crétins et de perdants. D'accord? Donc, maintenant, premièrement, qui dirait ça d'une autre personne? Deuxièmement, qui dirait ça de nos militaires? Personne. C'était une histoire inventée, c'est juste une histoire qu'ils ont inventée. Et ils aiment répéter, encore et encore. Ils savent que c'est inventé. J'ai 26 témoins qui disent que j'ai jamais dit ça. Mais ils ne veulent pas en entendre parler. C'est comme quand elle a menti sur McDonald's. Elle a dit qu'elle avait travaillé chez McDonald's. Mais c'est pas un gros mensonge, mais c'est quand même un mensonge. Ils sont allés vérifier, et à moins qu'elle puisse le prouver, eh ben, personne ne peut confirmer ça. La presse ne va pas faire de suivi, ils vont pas enquêter. Mais elle n'a jamais travaillé à McDonald's. C'est juste un truc qui est cool à dire. Ah, regardez, j'ai travaillé à McDonald's quand j'étais jeune. Mais l'un des pires trucs a été il y a 2 jours. Je suis allé à Arlington, à la demande des personnes qui ont perdu leurs enfants. Ils seront toujours des enfants pour ces gens-là, tu comprends ça, mais c'est pas politiquement incorrect de dire ça. La mère est venue et m'a dit « J'ai perdu mon enfant. Mon enfant était soldat. » Et l'enfant qu'elle a perdu, c'était à cause de Biden et à cause de Kamala. Parce que eux-mêmes s'étaient retirés et ils ont mal géré le retrait d'Afghanistan. Ça aurait dû se faire à Bagram, qui est une grande base aérienne. Ça n'aurait pas dû se faire dans un petit aéroport en plein centre-ville que les gens ont pris d'assaut. C'était un véritable désastre. Mais bon, ils m'ont demandé si je pouvais venir célébrer avec eux les 3 ans. 3 ans, puisqu'ils sont morts il y a 3 ans. Et j'ai dit que j'allais essayer de passer. J'ai appris à les connaître parce que je les ai ramenés ici. Une nuit, ils sont presque tous venus ici. Et ils se sont demandé si Trump viendrait réellement nous voir. Je suis venu et nous sommes restés quelque chose comme 4 heures à écouter de la musique sur une terrasse, juste en haut, magnifique. Et c'était des gens formidables. Alors ils m'ont appelé au cours des dernières semaines et m'ont demandé « Nous allons avoir une réunion, une retrouvaille de 3 ans, pourriez-vous venir ?» C'était très difficile pour moi de le faire logistiquement, mais je l'ai fait. Et je suis venu. Et nous avons passé un moment merveilleux. Je ne suis pas parti en courant, je ne suis pas juste rentré pour serrer des mains et reparti en voleur. Je n'ai pas regardé à ma montre comme Joe Biden le fait. Et c'était incroyable. Et je l'ai fait pour eux. Je ne l'ai pas fait pour moi. Je n'ai pas besoin de publicité. Je veux dire, je reçois probablement plus de publicité que n'importe qui. Tu le sais, plus que quiconque. Peut-être que j'en reçois plus que n'importe qui en ait jamais reçu de son vivant, hein, je sais pas. À chaque fois que tu allumes la télévision, il y a 9 histoires différentes, des sujets différents sur moi. À titre d'exemple, tu interviews beaucoup de gens, des gens bien, des gens à succès. Voyons comment tu t'en sors avec cette interview par rapport à eux, d'accord? Je veux dire, je peux te dire tout de suite que tu vas obtenir des millions de chiffres. Et parfois, tu vas faire x10 sur tes vues. Mais quand une famille étoilée me demande de venir passer du temps avec eux, eh bien, ils disent « Monsieur, nous faisons une cérémonie. » Et ensuite, nous allons aller nous allons rendre visite aux tombes. Et ils ont dit « Monsieur, est-ce que vous viendriez avec nous à la tombe ?»
Et ensuite, quand nous y étions, c'était très triste. C'était triste d'ailleurs, parce que ces gens-là ne devraient pas être morts. Ils ne devraient pas être morts. Ils sont morts à cause de Biden et à cause de Kamala. Ils sont morts parce que c'est comme si eux avaient appuyé sur la détente, ok? Maintenant, je sais pas si c'est controversé de dire ça, mais je pense que c'est vrai. L'Afghanistan a été l'opération la plus incompétente que j'ai jamais vue, militairement ou autre. C'était de l'incompétence. Mais les familles m'ont demandé si je viendrais, et j'y suis allé. Puis, la famille m'a dit « Pourrions-nous avoir une photo de vous sur la tombe de mon fils ?» Et nous l'avons fait. Fils ou fils, il y avait aussi leur fille. Et j'ai pris de nombreuses photos avec les familles. Je ne connais personne d'autre qui était dans les photos, mais c'était principalement des familles, je suppose. C'était tout. Et ensuite, je suis parti. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, puis je suis parti. Et je suis rentré chez moi ce soir et j'ai reçu un appel disant que l'administration Biden, avec Kamala, m'accusait d'utiliser Arlington pour faire de la publicité. Mais je ne les ai pas utilisés, c'était le contraire. C'était tout le contraire. Et en fait, t'as vu que c'est juste sorti. Les familles ont en fait publié une déclaration très forte pour me défendre. Ils ont dit que c'était eux qui m'avaient demandé de venir. Eh bien, les politiciens et les médias peuvent jouer à ces jeux, et vous avez raison. Votre nom fait obtenir beaucoup de vues. Vous êtes probablement la personne la plus célèbre du monde. Mais pour revenir sur le sujet précédent, dans un esprit d'unité, vous étiez un démocrate dans le passé. En mettant de côté les politiciens, qu'est-ce que vous respectez le plus chez les gens qui penchent à gauche et qui sont eux-mêmes démocrates? Et comment... Ou alors des gens qui sont progressifs et libéraux? Eh bien, écoute, je respecte le fait que tout le monde soit impliqué. Et tu sais, dans une certaine mesure, la vie est ce que tu fais en attendant de mourir. Alors, autant faire bonne chose. Je pense qu'en ce qui concerne ce qui se passe maintenant, tu sais, nous avons une chance pour sauver notre pays. Notre pays est en train de sombrer. Et je l'ai dit avec le Venezuela, je l'ai dit avec beaucoup de pays différents, que ce pays est en train de sombrer. Si nous ne gagnons pas cette élection, l'élection qui approche le 5 novembre est la plus importante que ce pays ait jamais vue. Parce que si nous ne gagnons pas, je ne sais pas s'il y aura une autre élection après ça. Ce sera un pays communiste, ou presque. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, moi y compris, et qui ne pensent pas que Kamala soit communiste. Eh bien, c'est une marxiste. Oui, son père était marxiste, et elle plaide pour une certaine politique qui vont dans ce sens du socialisme démocratique, disons. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent le fonctionnement du gouvernement et qui disent « Eh bien, aucune de ces politiques ne va réellement se concrétiser, c'est juste utilisé pendant la campagne pour, vous savez, gagner des voix. » Les histoires de courses qui sont trop chères et qui doivent être moins chères, et ensuite elles parlent de contrôle des prix, mais ça se fera jamais. Oui, moi je pense que ça peut arriver. Ça a été essayé une centaine de fois dans différents coins du monde au fil des années, et ça n'a jamais fonctionné une seule fois. Ça mène au communisme, ça mène au socialisme, ça mène à l'absence de nourriture sur les étagères, et ça mène à une inflation énorme. C'est juste une mauvaise idée. Mais c'est juste que quand on appelle ces gens-là communistes, je ne sais pas si vous appelez ça, mais certaines personnes vous appellent fascistes, par exemple. Oui, ils le font. Et donc c'est pour ça que moi je me permets de les appeler communistes. C'est juste que parfois... Oui, mais c'est intéressant, cependant, ils m'appellent quelque chose de terrible, et puis quand je riposte, ils disent « N'est-ce pas terrible ce que Trump vient de dire ?» J'ai dit « Attends une minute, vous venez de m'insulter. » Alors, je crois qu'il faut combattre le feu par le feu. Je crois qu'ils sont très méchants, ce sont des gens méchants. Tu sais, nous avons un ennemi extérieur. Et nous avons un ennemi intérieur. Et à mon avis, l'ennemi intérieur, ce sont les extrémistes de gauche. Et je pense qu'il faut riposter. Chaque fois qu'il y a beaucoup de combats, feu contre feu, c'est trop facile d'oublier qu'il y a un centre de l'Amérique qui est modéré et voit un peu le bon côté des deux camps et préfère simplement un camp plus que l'autre en termes de politique. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui aiment votre politique, qui aiment votre talent à négocier et mettre fin aux guerres. Et ils ne voient pourtant pas la destruction imminente de l'Amérique. Tu sais, nous n'avions pas de guerre quand j'étais président. C'était un grand point, ce n'était pas arrivé depuis 78 ans. Mais nous n'avions pas de guerre quand j'étais président. Nous avons vaincu l'État islamique, et c'était une guerre qui avait été lancée
que nous n'étions nulle part près de vaincre. Mais pense-y, il n'y avait pas de guerre. Et président Orbán, le Premier ministre de la Hongrie, a dit que le monde devrait avoir plus de Trump, parce que tout le monde avait peur de Trump. C'est ce qu'il a dit. Alors, je n'utilise pas ce terme, mais je pense qu'il me respectait. Mais il a dit que la Chine avait peur, la Russie avait peur, tout le monde avait peur. Et je me fiche du mot qu'ils utilisent. Probablement, c'est même un meilleur mot, si tu veux connaître la vérité, mais utilisons le mot respect. Ils avaient du respect pour moi. Ils avaient du respect pour le pays. Et je pense, j'ai mis fin au pipeline Nord Stream 2, le pipeline russe. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. J'ai mis fin à ça, et c'était fini. Puis Biden est arrivé, et leur a redonné. Et il l'a approuvé. Alors nous défendons l'Allemagne, et ces autres pays, qui contribuent des cacahuètes par rapport à ce que ça vaut. Et ils payent à Poutine que nous essayons de défendre contre eux des milliards et des milliards pour l'énergie. Et j'ai dit, comment est-ce que ça marche? Et nous avons eu une confrontation avec eux. Et ça a bien marché. Et ils ont payé des centaines de milliards de dollars pour contribuer à l'OTAN. Et nous n'aurions plus d'OTAN si ce n'était pas pour moi. En tant que leader des États-Unis, vous êtes l'homme le plus puissant du monde. Comme vous l'avez mentionné, non seulement le plus célèbre, mais aussi le plus puissant. Si vous redeveniez président, vous auriez un pouvoir sans précédent. Juste sur votre propre psychologie personnelle, qu'est-ce que ce pouvoir vous fait? Y a-t-il un risque que cela corrompe votre vision du monde? Non, je ne pense pas. Écoute, j'ai été là pendant 4 ans. J'aurais pu faire beaucoup de mal à Hillary Clinton. Je pense que ça aurait... Mais je pense que ça aurait été terrible de prendre la femme d'un président et de la mettre en prison. Elle a été chanceuse que j'ai rien fait. Elle est chanceuse. Hillary est une femme chanceuse parce que j'avais beaucoup de gens qui me poussaient. Ils voulaient que je fasse quelque chose. Mais je pense que ça aurait l'air vraiment mauvais. Pensez, avoir le président des États-Unis, elle était secrétaire d'État. Hein. Elle était mettre la femme d'un président à prison. Et pourtant, quand je suis sorti, ils avaient tous ces canulars. Ce sont des canulars, mais c'est comme ce qu'ils ont fait avec cette histoire de l'histoire de la Russie. La Russie, c'est un canular. Les 51 agences différentes, où les agents, c'était un canular. Tout cela était un canular. Il y avait tellement de canulars et d'escroqueries. Et je ne voulais pas la mettre en prison. Et je ne l'ai pas fait. Et je l'ai expliqué ça aux gens. Je leur ai dit, ils disaient enfermez-la, enfermez-la. Mais c'est pas grave, parce qu'ils n'ont pas gagné. J'ai dit, nous ne voulons pas la mettre en prison. Nous voulons rassembler notre pays. Je veux rassembler le pays. Vous ne rassemblez pas un pays en mettant des gens en prison. Mais ensuite, quand j'ai quitté mes fonctions, ils ont commencé à travailler sur moi. C'est incroyable. Ils souffrent d'un syndrome de dérangement massif de Trump, TDS. Mais Trump Derangement Syndrome, TDS. Mais je ne sais pas si c'est guérissable de leur point de vue. Beaucoup de gens sont très intéressés par les images des ovnis. Le Pentagone a publié quelques vidéos, il y a eu des rapports anecdotiques de pilotes de chasse. Beaucoup de gens veulent savoir, allez-vous pousser le Pentagone à publier plus d'images que beaucoup de gens prétendent sont disponibles? Oh oui, bien sûr, je le ferai. Je le ferai. J'adorerais faire ça. Je dois le faire. Mais il me pousse aussi sur Kennedy. Et j'ai publié beaucoup. Mais j'ai eu des gens qui sont venus me supplier de ne pas le faire. Mais je vais le faire très tôt dans ma présidence. Oui, je le ferai. Il y a un moment où vous aviez une hésitation à propos d'Epstein, à publier certains des documents sur Epstein. Pourquoi cette hésitation? Je pense pas, je veux dire, moi je suis pas impliqué, je suis jamais allé sur son île, heureusement, mais beaucoup de gens y sont allés. Pourquoi pensez-vous que tant de personnes intelligentes et puissantes lui ont permis de se rapprocher autant du pouvoir? C'était un bon vendeur, c'était un gars solide et vigoureux. Il avait des atouts sympas qu'il exhibait, comme ses îles, mais beaucoup de grandes personnalités sont allées sur cette île. Mais heureusement, je n'étais pas l'un d'entre eux. C'est juste très étrange pour beaucoup de gens que la liste des clients qui sont allés sur l'île n'ait pas été rendue publique. Oui, c'est marrant comment ça marche, n'est-ce pas? Probablement qu'elle sera publiée d'ailleurs, probablement. Alors, si vous avez l'opportunité, oui, je regarderai. Mais maintenant, Kennedy, c'est intéressant parce que ça s'est passé il y a vraiment longtemps. Ils font ça pour des raisons de sécurité aussi, parce que ça met en danger certaines personnes, etc.
Alors, Kennedy est très différent de l'affaire Epstein. Mais oui, je suis enclin à le faire pour Epstein. Je n'aurai aucun problème avec ça. C'est bon de l'entendre. Qu'est-ce qui vous donne de la force quand vous êtes attaqué? Vous êtes l'une des personnes les plus attaquées au monde. Il faut pas s'en soucier autant que ça. Je connais des gens qui se soucient tellement de tout, de ce que les gens disent. Tu ne peux pas te soucier de tout ça, parce que sinon ça finit par t'étouffer. L'une des tragédies de la vie est qu'elle se termine. À quelle fréquence pensez-vous à la mort? Avez-vous peur de la mort? J'ai un ami qui avait vraiment réussi dans la vie. Il était dans ses 80 ans, milieu de 80aine, et il m'a posé exactement la même question. Et je lui ai retourné la question, je lui ai dit, eh bien, et toi? Et il a dit, j'y pense chaque minute de chaque jour. Et puis, une semaine plus tard, il m'a appelé pour me dire quelque chose. Et il commence la conversation en me disant, tic-tac, tac. C'est une personne sombre, tu sais, c'est de l'humour noir dans un sens. Mais ça s'est passé comme ça. Je veux dire, tu sais, si tu es religieux, tu as, je pense, une meilleure approche de ce sujet. Tu sais, tu es censé aller au paradis, idéalement pas en enfer, mais tu es censé aller au paradis si tu es bon. Je pense que notre pays manque beaucoup de religion. Je pense que c'était vraiment un endroit bien meilleur quand il y avait plus de religion. C'était presque un guide, tu sais. C'était, dans une certaine mesure, c'était un guide. Je veux être bon envers les gens. Sans religion, il n'y a pas de véritable garde-fou. J'aimerais nous voir revenir à la religion, plus de religion dans ce pays. Eh bien, Monsieur le Président, merci de nous exposer et merci d'être venu aujourd'hui. Écoute, j'aime ce pays et je veux que ce pays soit grand. Nous avons une véritable chance de le faire, mais c'est notre dernière chance. Merci à vous. Merci d'avoir écouté. Merci à Victor Hugo 1860 et à Dino Foot pour leur contribution The Héros du Parti. Retrouvez les liens en description si vous souhaitez vous aussi soutenir la chaîne. Sinon, vous pouvez laisser un like, c'est complètement gratuit. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que ceux qui sont souscripteurs sur YouTube et Patreon ont accès à la vidéo exclusive de ce que j'ai pensé de cette interview chez Lex Fridman. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.